Les États généraux des concertations nationales n'ont plus que 3 jours pour rendre le verdict de leurs travaux. À la thématique économie, secteur productif et finances publiques, après l'état des lieux général, les délégués ont adopté le draft du diagnostic réalisé. Prochaine étape, l'adoption des différentes recommandations à soumettre à l'Assemblée plénière pour doper le développement du pays. Après 5 jours, on a abordé l'ensemble des questions qui ont trait à l'économie, qui ont trait aux finances de la République, qui ont trait à tous les secteurs productifs. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que les débats, nous avons eu des débats qui étaient extrêmement riches, et en conclusion, s'il y avait en quelques mots une conclusion à dresser, c'est qu'il y a un véritable décalage entre les performances qui sont annoncées et les conditions de vie de la population. Et donc il y a une grande aspiration à plus de justice sociale. Il y a une volonté que maintenant l'économie soit au service de la femme et de l'homme congolais et qu'il ne soit pas laissé à côté de toutes les performances qu'on enregistre dans la production des mines, dans la croissance économique. Il faut absolument maintenant que les dividendes de la croissance économique, eh bien, chaque ménage puisse recueillir une partie de cette richesse. Alors comment recueillir une partie de cette richesse? Il y a d'abord un phénomène qui frappe tous les ménages, c'est les prix, la hauteur des prix. Et il y a beaucoup de paradoxes. On dit par exemple que l'inflation est maîtrisée. Certes, elle est maîtrisée, l'inflation, mais les prix sont tellement élevés que les ménages ne ressentent pas tous les efforts et toutes les performances qui sont réalisées par le gouvernement. Maintenant, c'est ce décalage qu'il faut essayer de résorber. Il faut trouver des solutions pour que chaque ménage congolais puisse vraiment sentir que l'économie, que les finances du pays s'améliorent. Comment améliorer les conditions de vie des Congolais tout de suite et maintenant? Les défis de la thématique ECOFIN sont immenses, mais non insurmontables, assurent les constatateurs. Et comme vous le savez, notre province du Katanga a été, ces derniers moments, le théâtre de beaucoup d'activités des groupes armés. L'existence des activités des groupes armés ont des conséquences assez néfastes. Et sans que nous ne puissions oublier que lorsqu'il y a le bruit des bottes, l'investissement s'arrête. Or, vous savez que le Katanga contribue substantiellement au budget du pays. Et donc un Katanga qui connaît des activités des groupes armés est un Katanga qui ne peut pas être utile au pays. Parce que l'économie et les finances publiques vont être affectées. Donc, de ces concertations, nous voulons que nous puissions trouver une voie, des solutions pour mettre fin aux activités de ces groupes armés que nous avons sur notre territoire. Et il faut aussi signaler que non seulement il y a de nouveaux groupes armés qui existent, mais si vous vous souvenez-vous que c'est dans cette province qu'ont existé les ex-gendarmes katangais, les Tigres. Ce sont des groupes armés qui ont participé, comme les ex-gendarmes katangais qui étaient aussi en Angola, qui ont participé à la guerre de libération de l'AFDEL. Aujourd'hui, certains d'entre eux sont ici, d'autres sont à l'extérieur. Il y en a qui sont dans l'armée, il y en a qui ne sont pas dans l'armée. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ne sont pas contents. Et vous avez toute cette génération qui restait encore en Angola. Toutes ces questions-là doivent être abordées pour que ce genre de groupes armés ne puissent pas ressurgir et créer des problèmes non seulement à la province, mais également au pays. Au stade actuel, je me demande si les concertations doivent concerner des groupes armés dans leur cadre de participation. Sinon, on inviterait ça, on en tue autres responsables de groupes armés, ce qui poserait un problème énorme. Ou alors, si on invite un groupe armé, l'autre qui va manquer, il risque de commencer des exactions sur les populations pour qu'il fasse parler de lui et qu'on l'invite demain. Donc, à mon sens, je crois que les concertations ne sont pas ou ne constituent pas un espace de négociation. Parce qu'à la fin, on ne va pas signer un accord de paix entre partenaires. Les règlements intérieurs, même l'ordonnance du chef de l'État dit que les conclusions des concertations seront données au président de la République qui va identifier les acteurs qui devront exécuter l'une ou l'autre conclusion. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État va recevoir les conclusions des concertations, il va commencer maintenant à faire un dispatching pour savoir ceci concerne le Parlement,
à travers les deux chambres, ceci concerne le gouvernement, ceci concerne les institutions provinciales, ceci concerne les cours et tribunaux, ceci concerne tel autre type d'institutions. Et que donc c'est à lui, le chef de l'État, de savoir ce qu'il va faire des conclusions selon les recommandations qui lui seront destinées. Donc au stade actuel, je ne crois pas que la participation des groupes armés soit requise parce qu'on n'a pas nécessairement besoin des avis des groupes armés pour concevoir un programme de désarmement. Parce que notre groupe, par exemple, nous demandons que le DDR, tel qu'il a été conçu au début et aujourd'hui, puisse être refondu. Parce qu'il y a eu beaucoup d'insuffisances qu'on a constatées sur les chemins de parcours, même si on a quand même abouti à certaines solutions, mais il y a beaucoup d'insuffisances. Parce qu'en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que les solutions d'hier, parce qu'elles ont tellement duré, constituent des causes aujourd'hui de l'insécurité. Si hier on avait fait un regroupement des anciens rebelles pour faire des patrons dans les institutions, c'était une solution à l'époque. Mais maintenant, cela constitue aujourd'hui un problème parce que beaucoup de gens estiment qu'il faut aller autour d'une colline faire un groupe armé pour être général, pour être colonel, pour être ministre, pour être PDG. Et donc, il faut qu'on voit maintenant comment est-ce qu'il faut faire éviter à la nation congolaise des solutions court-circuit. C'est-à-dire qui court-circuite finalement la vie de la République par le futur. Cette réunion présidée par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est tenue dans le cadre toujours de la poursuite du programme de réunification du pays par voie routière, conformément à la vision du chef de l'État en matière de routes qui ont de grandes retombées économiques. Sur l'ensemble d'un programme qui avait été défini de pratiquement 10 500 km de routes concernées dans ce programme et qui vient en complémentarité avec d'autres projets, notamment ceux développés dans le cadre des concessions ou dans le cadre des financements accordés par les partenaires techniques et financiers. Nous avons extrait un réseau prioritaire d'environ 4500 km et l'évolution qui était projetée à une moyenne de 2500 km aujourd'hui peut, disons, être atteint à environ 35% à date, ce qui fait que les projections pour la fin de l'année, avec tout ce qu'on a pris comme stratégie de contractualisation, pourra nous amener à environ 80%. L'objectif de ce programme est de permettre au bout de 3 ans une circulation aisée entre le chef-lieu des provinces et la capitale, puis progressivement jusqu'au chef-lieu des territoires. Les choses se précisent peu à peu dans les différents états généraux de concertation nationale. À la thématique 3, désarmement, démobilisation, réintégration sociale et rapatriement des groupes armés, les délégués ont poursuivi ce vendredi l'audition de la réplique du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguès-Mons. Au cœur de préoccupation de la thématique, comment en finir avec la criminalité transfrontalière et d'autres réseaux mafieux qui pullulent dans le pays, mais bien plus encore. Des questions importantes sur la surveillance de nos frontières, sur le plateau continental, sur les Mbororo, sur la sécurité à l'Est, sur l'autorité de l'État, le comportement de nos agents de police. Et je pense avoir apporté des réponses à toutes ces questions. Souvent, ce qui crée les écarts, c'est l'incompréhension, le malentendu, le manque d'information. Et c'était important de donner l'information. Et je suis de l'avis que tout le monde a compris. S'il y a encore quelques petites agitations, c'est pour des cas qui, en principe, devront être abordés par l'atelier numéro 1. Les arrestations que les amis de la diaspora considèrent comme arbitraires, j'estime que ce débat se fait dans un autre atelier. Je suis chargé de la sécurité, mais il ne m'a pas été autorisé de répondre à toutes ces questions. Pour le reste, je suis heureux, je me félicite de l'ambiance, de la convivialité entre Congolais, et je crois que nous allons vers le succès des concertations. Prochaine étape pour cette thématique, la mise en commun des réflexions et recommandations à présenter à l'Assemblée plénière. Ils ont longtemps attendu l'occasion de lui demander des comptes sur l'arrestation de certains de leurs, mais bien plus encore sur les circonstances de la mort d'Armatou Ngoulou. Aujourd'hui, chose faite, au sortir de l'hôtel Invest qui abrite la thématique 3, le ministre de l'Intérieur, premier flic de la République, a été apostrophé par quelques délégués de la diaspora aux concertations. Sans donner trop d'explications, Richard Mouyej a promis de se pencher sur le dossier pour une réponse appropriée.
ce qui n'a pas été du goût de ses interlocuteurs. Les Congolais de l'étranger qui participent à près de 60% du vécu quotidien de nos frères et sœurs qui sont restés ici, à travers le transfert des fonds en 2011, c'est que tous les Congolais de l'étranger nous avons envoyés ici a atteint presque plus de 11 milliards de dollars. En retour, qu'est-ce que nous recevons? Aujourd'hui, nos enfants ne vont plus en vacances parce que nous devons partager nos revenus envoyés à nos frères et sœurs. Nous assurons les frais académiques, scolaires, même funéraires de nos frères et sœurs ici. Alors, quand on appelle nos frères et sœurs ici, mais pourquoi vous n'êtes pas payés? Qu'est-ce qui ne va pas? On nous dit Bakonzi Mbokoyo. Alors, ça fait des années. Alors, nos frères activistes se sont dit, bon, comme Bakonzi Mbokoyo ne veulent pas s'occuper de vous, nous, on va s'occuper d'eux. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous n'appuyons jamais cela. Mais nous sommes ici pour chercher cette cohésion. Il est clair que la diaspora congolaise elle est multiforme, mais certes représentée ici. Nous avons nos préoccupations qui concernent notamment d'abord l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Il est inscrit qu'aujourd'hui les Congolais sont partout au monde et nous avons le regret de constater qu'une fois que les Congolais sortent pour des raisons d'intégration sociale ou autre, arrivent à avoir une autre nationalité et forment des familles ailleurs. Et alors il se fait qu'après nous ne pouvons plus à cause de cela, revenir, par exemple, avoir la liberté de carrière en politique, par exemple, de briguer le mandat de député ou sénateur, alors que certains ici le font d'une manière cachotière, donc c'est déjà sélective. Le premier point est que ferons-nous de notre progéniture, qui sont aujourd'hui des enfants français, belges, anglais, j'en passe. Alors, c'est seulement la nation congolaise, à la veille du XXIe siècle, qui ne veut pas s'adapter à ce millénaire. Vous avez la France qui accepte 4 nationalités, le Nigeria, j'en passe, donc il y a beaucoup d'autres pays. Si nous avons des problèmes frontaliers, nous voulons aujourd'hui que la République ne serait-ce que retienne l'irrévocabilité. Donc le Congolais, tout Congolais d'origine ne perdrait pas sa nationalité en acquérant une autre nationalité. Ça c'est le premier point, madame. Deuxième point, nous avons le problème de manque de structure d'accompagnement du Congolais de l'étranger. Dossier à suivre.